pour un mandat de 6 ans. Article 2. Monsieur Ousmane Sonko est officiellement investi président du parti PASTEF Les Patriotes. Article 3. La présente décision sera publiée par le secrétaire général du parti et notifiée au ministère de l'Intérieur. Délibéré par la haute autorité de régulation en sa séance spéciale du 6 juin 2006 où siège M. Mohamedou Goudembou, président, Madame Fatima Sirassar, membre, docteur... Pourquoi Sonko a-t-il été empêché d'être candidat à l'élection présidentielle? Avec le recul, vous pouvez savoir pourquoi il a été empêché. Il a été empêché parce qu'avec lui, on craignait que le Sénégal bascule vraiment dans la dynamique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais quand il a été empêché, qu'est-ce qui a été proposé à Sonko? Et qu'est-ce que lui, il a accepté? Il lui a été proposé parce qu'on sait que PASTEF est la formation politique populaire au Sénégal. On savait que PASTEF, dans les urnes, allait gagner. Le système néocolonial france-africain, qui est fait donc des élites dirigeantes de la France et des élites corrompues du Sénégal, ce système a trouvé une astuce. Au lieu d'imposer le candidat de Beno Ben Yokar, en tout cas le parti sortant de Macky Sall, on a plutôt préféré faire surgir des rangs de PASTEF quelqu'un qu'Ousmane Sonko accepterait de laisser passer comme candidat, renonçant lui à la candidature. Sonko accepterait de le laisser passer en partant du principe que lui, Sonko, va le contrôler. Il va contrôler ce candidat-là, puisqu'il est le président du PASTEF, il est le chef du PASTEF. Ce candidat, c'est l'un des lieutenants de Sonko. Donc Sonko aura la main sur celui qui va être candidat et donc qui va être président de la République. Bien que Sonko acceptera, dans ces conditions, d'être Premier ministre, il sera en réalité le véritable président. Dans la tête de Sonko, c'était l'arrangement tolérable, puisque, de facto, même maintenant, il est le leader de PASTEF. Et au niveau des militants de PASTEF, il est le plus populaire. Il est plus populaire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Or, ce que Sonko n'a pas vu, c'est que celui qu'on a choisi, ou qu'on lui a permis de choisir, apparemment, était quelqu'un qui n'est pas entièrement aligné sur l'idéologie panafricaniste, néocolonialiste. Et que celui-là même était chargé de neutraliser en fait Sonko. D'empêcher que Sonko accomplisse toute son ambition de Sénégalais enraciné dans la terre casamançaise. Vous comprenez? Donc Sonko n'a pas compris que quand on lui a proposé de sortir de prison, et on a proposé à PASTEF d'aller à la présidentielle, mais avec plutôt Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui Sonko là, on venait de l'écarter. Le système néocolonialiste venait de se reproduire. Pendant que Sonko pensait pouvoir contrôler la situation, elle lui avait déjà échappé. Dès lors qu'il a accepté la négociation qui l'écartait de la voie à la présidentielle, au motif que tu es trop radical, Sonko, tu vois, t'es une personnalité clivante. Tu vois, toi, tu auras du mal à rassembler, tu vois. Alors on va prendre quelqu'un qui, tout en t'obéissant parfaitement, quelqu'un qui est parfaitement aligné sur ses volontés, mais qui lui, il est moins clivant, tu vois. Ça va pas effrayer les investisseurs étrangers. Oui, avec lui, quelque chose... Voilà. Voilà le premier problème. Sonko pensait avoir promu au poste de président quelqu'un qu'il contrôle. Maintenant, il vient de voir... Maintenant, Sonko vient de voir très clairement que celui qu'il a promu comme président ne lui obéit pas à lui. Diomaye Faye est davantage proche de l'ancien système de Macky Sall que Sonko ne le pensait. Il est davantage proche de la France-Afrique que Sonko ne le pensait. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il est allé faire acte d'allégeance auprès des plus grands représentants du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Et le plus grand de tous, c'est Ouattara. Diomaye est allé en Côte d'Ivoire et il a prononcé des éloges à Ouattara, qui est pourtant un ennemi de la démocratie, un ennemi du pluralisme, un ennemi de la bonne gouvernance. Le jour où Diomaye est allé le faire, j'ai su que le Sénégal allait connaître une crise à la direction de cette terre. Une crise féroce. Deuxième élément de la crise. À peine arrivé au pouvoir, on s'est rendu compte que certains ministres du gouvernement n'obéissaient pas au Premier ministre Ousmane Sonko. Et on le sait par des déclarations publiques du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces propos ciblaient le ministre de la Défense, qui était un officier issu de la tradition france-africaine, qui est sorti de la crise du néocolonialisme français à l'ONU, le général Biram Diop. Sonko peut parler ici, ça sort de l'autre côté. Il n'écoute pas. Ousmane Sonko s'est plaint du ministre de la Justice, en disant que celui-ci ne lui obéissait pas, faisait de la désobéissance dans le gouvernement. Mais à qui obéit-il?
Au Sénégal, le maître pendant longtemps, c'est le néocolon français et ses exécutants. Donc le ministre de la Justice, même catégorie que le ministre de la Défense. Troisième ministre dont Sonko s'est plaint, le ministre de l'Intérieur. Sonko dit non, ces gens-là, ils ne m'obéissent pas. Mais à qui obéissent-ils? Mais ce sont des ministres régaliens. Quatrième personnage dont Sonko s'est plaint implicitement, le ministre des Affaires étrangères. Ça fait quand même les 4 ministres régaliens du Sénégal qui ont été pris en flagrant délit de désobéissance au Premier ministre. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur. Ça, on le doit aux révélations de Sonko lui-même. Il y a des ministres qui n'exécutent pas les ordres. Et il faut, disait déjà Sonko, que le président Bassirou Diomaye Faye les oblige à exécuter les ordres. Ça, c'est le deuxième moment où j'ai su que cette alliance-là, eh bien, était menacée. Troisième moment intéressant, la crise sahélienne. C'est là où on s'est rendu compte que le fameux thème de la rupture avait été placé dans les rangs secondaires, si ce n'est d'ailleurs au calendrier grec. Sonko et Diomaye finissent par arriver dans une situation où ils mettent dos à dos l'AES et la CEDEAO. Ils choisissent la CEDEAO. Ils laissent le général Biram Diop utiliser des mots très forts contre les pays de l'AES, les menacer de les ramener de force dans la CEDEAO. Sonko et Diomaye arrivent dans une situation où ils appellent l'Union européenne à les aider à sécuriser leurs frontières avec le Mali. Alors même que Sonko et Diomaye avaient juré devant le grand Dieu qu'à peine arrivé au pouvoir, l'armée sénégalaise combattrait les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu une seule action commune. Incroyable. Nous assistons à la réconciliation entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, la famille. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi Faye revient en arrière pour s'excuser et quelles sont les raisons qui lui motivent vraiment à prendre position sur le PASTEF et rester sur les traces qu'ils ont eu à construire depuis un bon moment. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui se passe, la famille. Incroyable. Chères militantes et militants, sympathisants, sympathisantes, chers compatriotes, peuple sénégalais, nous voilà face à face, mais face à notre histoire, face à notre peuple, face à cette responsabilité immense que les Sénégalais et les Sénégalaises nous sont confiés. En ce jour historique du 6 juin 2026, le premier congrès ordinaire PASTEF les Patriotes a réuni des délégués venus des 553 communes du Sénégal ainsi que de la diaspora. C'est tout le parti vivant qui s'est donné rendez-vous ici à Diamniadio pour réfléchir, débattre. Il a du pouvoir parce qu'il dit que demain il peut faire chuter le gouvernement. Boups, waxako décès. Demain il peut faire chuter le gouvernement. Mais il l'a dit hier. Ah, mais il est le président de l'Assemblée nationale. Attends le verdict du Conseil constitutionnel. Ah, mais il y a un recours. Il n'y a pas de recours. Si, il y a un recours de 12 députés. Parce que nous Ousmane Sonko, moi je considère que c'est complètement illégal. Bon, moi, je ne suis pas du Conseil constitutionnel, je suis avis. Mais Scandale au Sénégal, une loi, 2 versions. Le président Bassirou Diomaye Faye bloque tout. Le Parlement dérape. C'est du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de mettre un coup d'arrêt brutal au processus législatif. La raison, c'est un séisme. Après le vote de la loi modifiant le code électoral par les députés le 28... La trahison, eh bien, d'Ousmane Sonko par Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'ai dit qu'il était nécessaire que quelque chose se soit passé dans cette prison, car d'une part, on ne comprenait pas que Macky Sall ait accepté de libérer tout d'un coup le leader de PASTEF et son adjoint direct, en sachant très bien que ceux-ci allaient inéluctablement gagner l'élection présidentielle de 2024. Et je disais que je ne comprenais pas comment, au sortir de cette prison, il y avait eu une inversion de... Bassirou Diomaye Faye aurait pu, aux yeux de toute l'Afrique, montrer qu'un tandem qui incarne le même projet peut fonctionner. Mais il vient de démontrer, aux yeux de tous les Africains,
que c'est un jouisseur. Mais lui s'en va, moi je serai bientôt président. Mais ça ne se dit pas. Quel est le président dans le monde qui accepterait ça? C'est pas acceptable. Un premier ministre doit jouer son rôle de premier ministre et non pas son rôle de président potentiel. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans un article sur la tragédie des premiers ministres. Mais tous pensent pas pareil. La dette, elle se refinance. En réalité, dans tous les pays du monde, la dette, elle se refinance, elle se renouvelle. Mais vous auriez pu demander son annulation comme une dette odieuse. Oui, dette odieuse, vous utilisez le terme, je l'ai utilisé une ou deux fois. C'est toute une procédure. Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions... Bassirou a trahi Sonko. C'est Sonko qui l'a mis à la présidence. C'est lui qui lui dit « Vas-y, moi je peux pas y aller ». Mais en fait, ceux qui... censureront pas. Alors, est-ce que ça vaut pour tous les cas de figure ou est-ce qu'il y a des cas où vous pourriez censurer le gouvernement étant donné que vous avez une très large majorité? Par exemple, si le président utilise l'article 52 de la Constitution qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles s'il considère que le fonctionnement des institutions est gravement menacé, ou alors sur un point de vue plus politique, si jamais il décide... Nous ne sommes le précaré de personne. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Nous ne sommes contre personne ni pour personne. Nous sommes pour nous-mêmes d'abord. Ce que je veux dire à la France, s'ils pensent que c'est une histoire de Ousmane Sonko ou de X ou de Y, non. C'est une histoire de la jeunesse africaine. Une question hante désormais tous les foyers sénégalais, et si le duo qui apportait tant d'espoir était déjà en train de se briser, sans que personne n'ait osé le dire à voix haute, pendant des mois, 2 noms ont été prononcés comme un seul. On les appelait les frères de la rupture, les architectes d'un Sénégal nouveau. Pour des millions de citoyens, une phrase suffisait à résumer toute une époque politique. Diomaye, c'est Sonko. Cette formule, répétée dans les meetings, scandée dans les rues, affichée sur les pancartes, était devenue presque sacrée. Elle racontait une promesse simple, une promesse de fidélité absolue entre 2 hommes qui avaient tout traversé ensemble. Mais que se passe-t-il vraiment quand cette promesse commence à se fissurer dans le silence du pouvoir? Tout avait pourtant commencé comme un conte politique presque parfait. En 2024, le Sénégal bascule. Le pouvoir change de main, porté par une vague d'espérance populaire rarement vue dans l'histoire récente du pays. D'un côté, Ousmane Sonko, tribun redouté, orateur capable de soulever des foules entières d'un seul discours. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye, homme discret, stratège de l'ombre, propulsé à la magistrature suprême grâce, justement, à l'appui décisif de celui que beaucoup considéraient comme le véritable chef. Ce duo semblait inébranlable. Les 2 hommes avaient tant connu la prison, l'exil intérieur, les procès, les menaces. Ils s'étaient relevés ensemble, encore et encore. Leur histoire commune ressemblait à une légende moderne, celle de 2 destins soudés par l'adversité. Alors comment expliquer ce qui s'est passé ensuite? Au fil des semaines, des signaux faibles ont commencé à apparaître. Rien de spectaculaire au départ. De simples nuances dans les discours. Des silences un peu trop longs lors de certaines déclarations communes. Puis, progressivement, des désaccords plus profonds ont émergé sur des sujets qui engagent l'avenir entier de la nation, la gestion de la dette publique, les négociations avec les partenaires internationaux, le rythme des réformes promises pendant la campagne. Des sujets sensibles, des sujets qui touchent directement la vie quotidienne de millions de Sénégalais. Et c'est là que les premières rumeurs ont commencé à circuler dans les couloirs du pouvoir. Des sources proches de l'exécutif évoquaient alors des tensions de plus en plus visibles entre les 2 têtes de l'État. Ce qui n'était au départ qu'un murmure discret s'est rapidement transformé en sujet brûlant dans la presse, puis en débat national. Le pays tout entier, qui avait vu en ce duo l'incarnation du changement, regardait avec une inquiétude grandissante cette fracture naissante. Comment un attelage aussi soudé pouvait-il se fissurer aussi vite? Les explications se sont multipliées. Certains analystes évoquaient une lutte silencieuse pour le contrôle réel du pouvoir exécutif. D'autres parlaient de visions divergentes sur la diplomatie régionale, notamment dans un contexte sahélien particulièrement instable. D'autres encore évoquaient simplement l'usure naturelle du pouvoir, cette force invisible qui finit toujours par séparer les hommes les plus proches lorsque les responsabilités deviennent trop lourdes à porter ensemble. Et puis, un jour, l'impensable s'est produit. Après des mois de tensions accumulées, Ousmane Sonko a quitté la primature. Ce moment a été vécu par beaucoup comme un véritable tremblement politique. Les images, les déclarations, les commentaires ont envahi les réseaux sociaux en quelques heures. Pour une partie de l'opinion publique, c'était la confirmation brutale d'une rupture que personne ne voulait croire possible. Mais s'agissait-il réellement d'une fin, ou bien d'un nouveau chapitre encore impossible à déchiffrer ?
Les partisans des deux camps se sont alors affrontés avec une intensité rarement vue. Sur les plateaux de télévision, dans les rédactions, sur les réseaux sociaux, chaque mot prononcé par l'un ou l'autre était disséqué, interprété, parfois déformé. Les soutiens historiques de Sonko accusaient certains cercles du pouvoir de vouloir l'écarter progressivement. Les fidèles de Diomaye, eux, défendaient une vision institutionnelle de l'État où la fonction présidentielle devait primer sur les fidélités personnelles. Le Sénégal semblait alors entrer dans une zone de turbulence inédite où les anciens alliés les plus proches devenaient, aux yeux du public, des adversaires potentiels. Et pourtant, au cœur même de cette tempête, un autre récit commençait déjà à se dessiner. Beaucoup plus discret, beaucoup moins spectaculaire, mais peut-être bien plus déterminant pour l'avenir du pays. Car, malgré les apparences, malgré la dureté des mots échangés en coulisses, plusieurs signaux laissaient entrevoir autre chose. Des responsables politiques, des figures religieuses, des intellectuels respectés ont commencé à multiplier les appels au calme et à l'unité. Le message était clair. Préserver le projet collectif qui avait porté ces deux hommes au pouvoir était plus important que n'importe quelle querelle personnelle. Mais ce message d'apaisement allait-il vraiment être entendu dans un climat politique aussi électrique ? Ce que peu de gens savent, c'est qu'au-delà des divergences visibles, Sonko et Diomaye partagent une histoire commune que peu de duos politiques peuvent revendiquer. Ils ont connu ensemble les pires moments de la répression. Ils ont porté, côte à côte, le même rêve devant un peuple en attente de changement radical. Cette mémoire commune, forgée dans l'adversité, n'a pas simplement disparu du jour au lendemain à cause de quelques désaccords institutionnels. Selon plusieurs observateurs avertis de la scène politique sénégalaise, les deux hommes auraient parfaitement conscience qu'une confrontation publique prolongée ne profiterait à personne. Ni à leur mouvement, ni à leur électorat, ni surtout à ce peuple sénégalais qui attend des résultats concrets sur l'emploi, le pouvoir d'achat et le développement économique du pays. Alors, la rupture est-elle vraiment scellée pour toujours ? Ou existe-t-il encore une possibilité de réconciliation entre les deux hommes qui ont changé le visage politique du Sénégal ? Il faut aussi comprendre le poids symbolique que représente ce duo pour toute une génération. Des millions de jeunes Sénégalais ont vu en Sonko et Diomaye l'incarnation d'une rupture avec l'ancien système, avec les pratiques jugées dépassées d'une élite politique accusée d'avoir confisqué le pouvoir pendant des décennies. Cette génération a voté, milité, parfois souffert pour porter ces deux hommes au sommet de l'État. Voir aujourd'hui leur alliance vaciller, c'est, pour beaucoup, comme voir s'effondrer une partie de leurs propres convictions. C'est pourquoi chaque rumeur, chaque déclaration, chaque silence est scruté avec une attention presque obsessionnelle. Le moindre changement de ton dans un discours officiel devient immédiatement un sujet d'analyse. Le moindre geste, la moindre absence remarquée lors d'un événement officiel alimente instantanément des théories, des spéculations, parfois des inquiétudes sincères sur la solidité réelle de l'exécutif. Pendant ce temps, à l'intérieur même de l'appareil d'État, des arbitrages se feraient dans la discrétion la plus totale. Plusieurs sources évoquent des rencontres directes entre les deux hommes, loin des caméras, loin des micros, où les vrais désaccords seraient enfin abordés sans filtre. Ces échanges, s'ils existent réellement, pourraient être déterminants pour l'avenir de toute la coalition au pouvoir. Mais une autre question mérite d'être posée. Que se passerait-il si cette crise, aussi douloureuse soit-elle, finissait par renforcer durablement les institutions du pays plutôt que de les fragiliser ? Certains analystes avancent une hypothèse audacieuse. Selon eux, cette tension visible entre les deux hommes pourrait paradoxalement démontrer la maturité grandissante de la démocratie sénégalaise, capable d'absorber un choc politique majeur sans tomber dans le chaos ou la violence. Cette hypothèse, bien que séduisante, reste fragile. L'histoire politique africaine récente regorge d'exemples où des alliances semblables, nées de la conquête commune du pouvoir, se sont achevées en rupture brutale. Le Sénégal, longtemps présenté comme un modèle de stabilité dans une région sahélienne instable, ne peut se permettre une telle dérive sans en payer un prix politique et économique considérable. C'est précisément cette pression, cette responsabilité historique qui pourrait pousser Sonko et Diomaye à privilégier malgré tout la voie du dialogue plutôt que celle de la rupture définitive. Alors, la rupture est-elle vraiment scellée pour toujours ? Ou existe-t-il encore une possibilité de réconciliation entre les deux hommes qui ont changé le visage politique du Sénégal ? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la suite de cette analyse, car les prochains mois pourraient bien réécrire complètement l'histoire de cette relation hors norme, qui continue de fasciner et d'inquiéter tout un pays.
Et si, derrière les déclarations officielles et les sourires de circonstance, une vérité bien plus complexe était en train de se dessiner entre les deux hommes les plus puissants du Sénégal? Après le départ retentissant d'Ousmane Sonko de la primature, beaucoup pensaient que l'histoire était terminée. Pour une partie de l'opinion, la page Sonko-Diomaye semblait définitivement tournée. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les médias internationaux relayant l'événement comme la confirmation d'une fracture irréversible au sommet de l'État sénégalais. Mais la réalité politique est rarement aussi simple qu'elle paraît à première vue. Dans les jours qui ont suivi cet épisode, un mouvement inattendu a commencé à se dessiner en coulisses. Plusieurs figures respectées de la société civile, des religieux influents, des anciens compagnons de lutte des deux hommes ont multiplié les appels discrets à la retenue. Leur message était sans ambiguïté. La nation ne pouvait pas se permettre de voir s'effondrer le projet politique pour lequel tant de Sénégalais s'étaient mobilisés. Pourquoi un tel acharnement à préserver cette alliance, alors que tout semblait indiquer une rupture consommée? La réponse réside peut-être dans l'histoire personnelle qui unit ces deux hommes depuis bien avant leur accession au pouvoir. Sonko et Diomaye ne sont pas de simples alliés de circonstances. Ils ont traversé ensemble des années de répression, des procédures judiciaires interminables, des périodes d'incertitude où leur propre liberté était en jeu. Cette mémoire commune, forgée dans l'épreuve, constitue un lien que les tensions institutionnelles, aussi réelles soient-elles, ne peuvent pas effacer en quelques semaines. Selon plusieurs sources proches du palais présidentiel, des discussions directes auraient effectivement eu lieu entre les deux hommes, loin des projecteurs et des caméras. Ces échanges, qualifiés de francs et parfois tendus, auraient permis d'aborder les véritables points de friction. La répartition réelle du pouvoir exécutif, les orientations économiques, la gestion des relations avec les institutions financières internationales et surtout la manière de tenir les promesses faites pendant la campagne électorale. Ce dialogue secret allait-il suffire à éteindre l'incendie politique qui menaçait de tout emporter? Pendant que ces tractations discrètes se poursuivaient, la pression populaire continuait de monter. Dans les marchés, dans les transports, dans les foyers, le sujet dominait toutes les conversations. Beaucoup de citoyens exprimaient une lassitude visible face à ce qu'ils percevaient comme une querelle de pouvoir, alors que les préoccupations du quotidien restaient, elles, sans réponse concrète. Le coût de la vie, le chômage des jeunes, l'avenir économique d'un pays encore fragile. Cette pression populaire allait-elle devenir le véritable catalyseur d'un rapprochement entre les deux hommes? Des analystes estiment que c'est précisément cette attente sociale, combinée à la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle, qui a poussé Sonko et Diomaye à reconsidérer la trajectoire de leur relation. Aucun des deux hommes, selon ces observateurs, n'aurait intérêt à apparaître comme le responsable d'une fracture durable au sein d'une coalition qui incarne encore aujourd'hui l'espoir d'un changement profond pour tout le pays. Mais au-delà des calculs politiques, il existe peut-être une dimension plus humaine à cette histoire. Ceux qui connaissent personnellement les deux hommes évoquent un respect mutuel qui aurait survécu à la tempête. Un respect né du combat commun, des nuits passées à préparer des stratégies politiques, des moments de doute partagés, loin des regards extérieurs. Cette dimension humaine, souvent oubliée dans l'analyse strictement politique, pourrait jouer un rôle déterminant dans l'évolution future de leur relation. Alors, vers quoi se dirige réellement cette relation hors norme qui continue de fasciner tout un continent? Plusieurs scénarios sont aujourd'hui évoqués par les observateurs les plus avertis de la scène politique sénégalaise. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une réconciliation progressive, marquée par une redéfinition claire des rôles de chacun au sein de l'exécutif, permettant ainsi de transformer cette crise en une opportunité de clarification institutionnelle durable. Le deuxième scénario, plus prudent, imagine une coexistence distante mais fonctionnelle, où les deux hommes continueraient à gouverner ensemble tout en maintenant une distance personnelle plus marquée qu'auparavant. Le troisième scénario, le plus sombre, n'exclut pas une rupture progressive qui pourrait, à terme, fragiliser durablement la coalition au pouvoir et ouvrir la voie à de nouvelles recompositions politiques majeures. Quel que soit le scénario qui finira par se concrétiser, une chose demeure certaine. L'avenir politique du Sénégal restera profondément lié à l'évolution de cette relation singulière entre deux hommes que l'histoire a unis avant de les mettre à l'épreuve. Le peuple sénégalais, lui, continue d'observer avec une attention mêlée d'espoir et d'inquiétude. Car au-delà des querelles de pouvoir, c'est tout un projet de transformation nationale qui se trouve aujourd'hui suspendu à la capacité de ces deux hommes à surmonter leurs différends. Et si, finalement, cette crise n'était pas une fin,
mais une étape nécessaire dans la construction d'une nouvelle manière de gouverner, plus mature, plus institutionnelle, moins dépendante des seules personnalités au sommet de l'État. C'est sans doute la question la plus importante que doit se poser aujourd'hui chaque observateur de la scène politique sénégalaise. Car si Sonko et Diomaye parviennent à transformer cette épreuve en force, ils pourraient bien offrir au Sénégal un exemple rare de maturité démocratique, capable d'inspirer bien au-delà des frontières du pays. À l'inverse, si la fracture venait à s'approfondir, c'est tout un symbole panafricain qui s'effondrerait avec elle, celui d'une alternance politique née de la rue et portée par l'espoir d'une jeunesse entière en quête de changement réel. Il faut aussi rappeler le contexte régional dans lequel s'inscrit cette crise. Le Sahel traverse depuis plusieurs années une période de bouleversement profond, marquée par des ruptures institutionnelles, des coups de force et une remise en question généralisée des alliances traditionnelles. Dans ce paysage instable, le Sénégal apparaissait jusqu'ici comme une exception, un pays capable de gérer ses tensions internes par la voie démocratique plutôt que par la confrontation brutale. Une dégradation durable de la relation entre Sonko et Diomaye viendrait fragiliser cette image, à un moment où la région a justement besoin d'exemples de stabilité plutôt que de nouvelles incertitudes. C'est sans doute cette responsabilité historique, plus large que leur seule relation personnelle, qui pèse aujourd'hui sur les épaules des deux hommes. Chaque décision qu'ils prendront dans les prochaines semaines sera scrutée non seulement par les Sénégalais, mais aussi par l'ensemble des observateurs internationaux qui suivent attentivement l'évolution politique de la région. Certains diplomates, sous couvert d'anonymat, estiment d'ailleurs que la communauté internationale suivrait avec un intérêt particulier l'issue de cette crise, considérée comme un test décisif de la solidité des institutions sénégalaises face à une épreuve interne majeure. Pendant ce temps, sur le terrain, la vie politique continue. Les ministres poursuivent leur mission, les réformes annoncées avancent, parfois au ralenti, parfois avec une énergie renouvelée qui semble vouloir démontrer que l'État continue de fonctionner malgré les turbulences au sommet. Cette continuité, paradoxalement, pourrait être interprétée comme un signe encourageant, celui d'institutions suffisamment solides pour absorber un choc politique sans paralyser entièrement l'action publique. Une seule certitude demeure. Ce que vivent aujourd'hui Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye dépasse largement leur simple relation personnelle. C'est l'avenir d'un pays tout entier, et peut-être même d'une partie du continent africain, qui se joue dans l'ombre de ce duel feutré entre deux hommes que l'histoire a choisi pour incarner un changement encore inachevé. L'Afrique regarde, le Sénégal attend. Et l'issue de cette histoire pourrait bien redéfinir, pour les années à venir, la manière dont les peuples africains envisagent leurs propres alliances politiques au sommet de l'État.